Juste avant l'arrivée, juste avant la victoire, entre ombre et lumière, Yves Parly en termine avec la route du Rhum. La victoire d'Yves dans la solitaire du Figaro révèle au public l'étoffe d'un grand navigateur. Je m'appelle Yves Parlier, j'ai un passé d'ingénieur en matériaux composites, de créateur d'entreprise, mais surtout de navigateur, et je me suis beaucoup intéressé aux innovations, avec notamment un premier mât en fibre de carbone, et puis ensuite un bateau Aquitaine Innovation qui travaillait à la fois sur les matériaux composites, mais aussi sur l'électronique informatique, au service de la gestion de l'énergie, du pilotage automatique. Alors on se trouve là à bord du bateau le Seakite, qui est le démonstrateur de Beyond the Sea pour mettre au point les technologies de Beyond the Sea, mais aussi d'un ensemble d'entreprises de la Nouvelle-Aquitaine. Je pense particulièrement donc à Arkema, je pense à Herma Électronique et Herma Énergie, je pense à ADV Propulse, qui vont nous permettre d'être totalement autonome en énergie et de n'émettre absolument aucun CO2 sur ce bateau. Donc l'idée est d'avoir un bateau qui, quand il y a du vent, va être tracté par le kite, et quand il est tracté par le kite, le système de propulsion s'inverse et il va générer de l'énergie qui va permettre de recharger les batteries que nous développe la société E4V. On a aussi quelques panneaux solaires de la société TerreWatt qui nous permettent de recharger ces batteries. Donc les batteries permettent de piloter le kite, mais permettent aussi d'entraîner les moteurs électriques s'il n'y a pas de vent. Alors Beyond the Sea aujourd'hui, c'est plus qu'un projet, c'est une entreprise. On développe la traction de navires de toute taille par kite, donc un kite comme les ailes de kitesurf, mais en beaucoup plus grande dimension. Donc on a des ailes qui sont autostables, le Liberty Kite. On a des ailes qui sont pilotables, le Seakite. Et donc, c'est adapté le Liberty Kite pour des bateaux de plutôt petite taille, entre 4 et 25 mètres, on va dire, aujourd'hui. On a des ailes de 10, 20 et 40 mètres carrés. Donc, ça peut servir pour les voiliers en cas de dématage, comme par exemple pendant le Vendée Globe. Il y avait 12 coureurs du Vendée Globe qui avaient pris le Liberty Kite en sécurité. Ça peut servir bien sûr pour des bateaux à moteur qui partent au large et qui peuvent se retrouver en difficulté en cas de panne moteur ou panne d'essence. Ça leur permet de se rapprocher des côtes. Ça permet aussi à des bateaux à moteur qui veulent faire de la longue distance, le tour du monde par exemple, ou la traversée atlantique, qui n'auraient pas l'autonomie de traverser avec que de l'énergie fossile, d'embarquer un système qui va leur permettre d'aller doucement, mais pendant très longtemps. C'est ça l'avantage du kite sur un bateau à moteur. On va à petite vitesse, mais on transforme un bateau qui est à la dérive, en panne, qui va pouvoir avancer à, selon la coque du bateau, 3-4 nœuds, et en plus de pouvoir être dirigé. Sur mes tours du monde, j'ai été le premier à partir sans énergie fossile, et sur un tour du monde, on est très économe.
et on est sur notre petit bateau. Et en fait, on réfléchit beaucoup à notre petite planète parce qu'on est au milieu des étoiles, au milieu des astres. Et on se dit, ben, notre petite planète, on a un petit réservoir de pétrole et on est en train, en 100 ans, de épuiser ce petit réservoir. Et il faut absolument l'économiser et il ne faut absolument pas le brûler puisque dans notre toute petite couche fine d'atmosphère, tous nos gaz d'échappement, ça fait comme une bulle de plastique et la Terre chauffe par effet de serre. Donc en 100 ans, les bateaux à voile qui ont été poussés par le vent depuis des millénaires, ils ont complètement oublié le vent et à 98% ils utilisent le pétrole. Et je me suis dit, mais bon, mon métier, moi, c'est de faire avancer les bateaux avec le vent. Qu'est-ce que je peux faire pour que les marins qui utilisent aujourd'hui le pétrole réutilisent le vent pour faire avancer leurs bateaux? C'est une énergie absolument colossale, formidable. Aujourd'hui, les bateaux à voile de course, ils vont plus vite que les cargos. À partir de là, avec mon équipe, on a réfléchi et on a vu que le kite, c'était ce qui était le plus simple à installer sur les 90 000 bateaux de marine marchande qui existent à travers le monde. Et sur n'importe quel bateau, le kite va savoir le tirer. Si vous voulez faire un bateau avec un mât et des voiles, là il faut vraiment faire un bateau spécial. Ça coûterait trop cher de transformer un bateau existant. Et donc c'est comme ça que Beyond the Sea est parti. De cette idée-là, de décarboner la flotte mondiale au niveau maritime. Donc dans l'équipe, Antoine il va s'occuper de tout ce qui est mécatronique, donc l'électronique et la commande, le contrôle-commande du kite, donc c'est vraiment un truc très très important. Guillaume, lui, il gère les projets, il organise. Patrice, lui, va s'occuper du catamaran démonstrateur sur lequel on va faire nos essais, le fameux Sea Kite qui sera à l'eau en début de l'année prochaine. Et Jérôme, lui, intervient pour nous conseiller sur toute la partie électronique, électricité du bord, l'installation des réseaux à bord, que ce soit l'information ou l'énergie. Je conçois les cartes électroniques du système qui permettent d'interfacer les capteurs et les actionneurs. Donc toutes les infos qui vont être utiles pour asservir l'aile et pour la contrôler. Et qui vont nous permettre de contrôler les moteurs pour contrôler les lignes du système, donc les 4 lignes du kite. Donc je fais la partie électronique et la partie informatique embarquée, c'est la partie qui va être un peu l'intelligence du système, où on va choisir on va décrire en fait le fonctionnement du système, donc la partie asservissement notamment, on va décrire comment est-ce qu'on contrôle l'aile en fonction des différentes informations des capteurs. Je suis entouré de jeunes qui sont à fond autour de moi et qui sont passionnés par la technologie du kite et qui ont une vraie motivation de développement durable. Ils n'ont pas envie d'aller travailler dans la pétrochimie, mais par contre cette énergie, la propulsion par le vent, c'est un ADN qui nous fédère, même je dirais avec d'autres entreprises concurrentes. On est en fait tout à fait en phase et donc il y a des grands moments de satisfaction. On a pu participer cette année au premier salon de la propulsion par le vent. Ça a été formidable, il y avait une vraie ambiance de solidarité entre les différents acteurs. Jusqu'à maintenant, la discussion, toutes les communications qui étaient transmises par Beyond the Sea à propos de nos différents projets, c'était très technique parce que c'était vraiment dans un axe pour des experts. Et donc la question, c'est comment maintenant justement on va diffuser un message aussi pour un plus large public. Et donc on réfléchit à différents moyens de transmettre ce message-là et donc à travers justement changer notre image de marque qui est pour l'instant très sérieuse et très technique, mais on propose une innovation durable qui va impacter les gens sur le long terme. Donc la question c'est comment on transmet ce message-là. Et donc notre idée c'est aussi justement d'avoir
un impact sur le grand public parce que ça les intéresse aussi, même si ça ne les touche pas directement, que ce n'est pas eux qui vont utiliser notre Seakite et nos technologies, mais c'est pour eux qu'on le fait aussi parce que ces porte-conteneurs, c'est nos objets du quotidien qui sont dedans. Rendre la traction des navires par kite, c'est un sujet complexe qui demande un ensemble de métiers, que ce soit les gens qui conçoivent le kite, les gens qui calculent le kite, les gens qui s'occupent de tout ce qui est cordage, ligne, les gens qui s'occupent de la mécanique, les gens qui s'occupent de l'électronique, les gens qui s'occupent de l'informatique, du contrôle commande. Et comme toute entreprise, il faut aussi des commerciaux, il faut des gens qui s'occupent de toutes les autres problématiques de l'entreprise. Donc tout ça, c'est long à mettre en place, et sachant qu'il faut que le système soit au point avant de le commercialiser. Donc il y a beaucoup d'investissements en amont avant de pouvoir faire une entreprise classique qui va commercialiser les systèmes, et il faudra de toute façon continuer à énormément investir dans la recherche et développement pour améliorer le système et le rendre de plus en plus performant. 3h25, heure locale ce matin devant Pointe-à-Pitre, le feu de joie de Parlier au cœur de la nuit guadeloupéenne, 3e au classement général et 1er des monocoques. J'ai fait plusieurs compétitions course au large avec pas mal de victoires. Je crois que j'ai gagné 6 transatlantiques en solitaire. J'ai gagné la solitaire du Figaro et pas mal de courses. Et puis j'ai construit un bateau qui a été dessiné avec toute une équipe, entièrement imaginée, calculée par cette équipe sur le bassin d'Arcachon, qui aujourd'hui donc va nous servir de démonstrateur. J'adorais le bateau, j'ai pris le goût à la voile sur le bassin d'Arcachon, et à 12 ans j'ai lu le livre des Damiens et je me suis dit voilà ce que je veux faire, et à partir de ce moment-là tout ce que je faisais allait dans cette direction-là, que ce soit des petites aventures que j'ai pu vivre sur un petit kayak que je me suis construit moi-même à partir du bois de la forêt d'à côté, que ce soit mes lectures, que ce soit des cours que je prenais sur la météo, sur la navigation astronomique, sur différents domaines, les matériaux, la construction. Tout avait quelque part une finalité de ce métier de skipper, de marin. Yves Parlier coupe la ligne d'arrivée à l'heure du goûter. Et c'est vrai, on ne parle pas la bouche pleine, surtout quand on vient de manger pendant 60 jours des algues et du poisson séché. Le quotidien, c'est quasiment être passionné du matin au soir, 7 jours sur 7, de son bateau, de comment on va l'améliorer, ou quand il est parfaitement au point, on commence à penser au suivant, et on pense aussi à la prochaine course, sous tous ces aspects. Donc la préparation d'une course, c'est extrêmement varié. Il faut préparer le bateau. Le bateau, c'est une véritable petite ville. Le bonhomme, ça c'est aussi tout un sujet. On pense tout de suite à la préparation physique, mais il y a la préparation mentale. Et puis il y a tout ce qu'on va emmener comme vêtements, tout ce qu'on va emmener en pharmacie, tout ce qu'on va emmener en nourriture. Et comment on va vivre à bord, comment on va survivre en cas de problème, et manager l'équipe qui nous entoure, s'entourer de bonnes personnes, arriver à fidéliser une équipe. Donc quelque part, il y a un rôle de manager, de fédérateur. C'est énormément d'investissement et de passion et d'amour de la mer, d'amour des bateaux. Ça m'a occupé effectivement, je dirais de l'âge de 12 ans où j'ai commencé à me passionner jusqu'à les années 2006 où là j'ai arrêté la compétition. Déjà les invités se pressent à bord. Hélène MacArthur en tête,
Entre deux, une histoire de marin. Ils ont fait ensemble la Transat Jacques Vabre en 99 sur ce bateau. J'étais équipier au tout début et j'ai énormément appris grâce à des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Et puis à partir de là, j'ai fait ensuite des courses en double, comme quand j'ai fait du Hobie 418, à la fois comme équipier et à la fois comme barreur. Et ma première course en solitaire, c'était la Mini Transat. Là, ça m'a permis de rencontrer d'autres skippers professionnels, comme Lalou Rouquayrol par exemple, où on s'est entraîné ensemble. Est née une grande amitié qui perdure aujourd'hui et qui fait que de temps en temps, Lalou venait en tant qu'équipier sur les bateaux sur lesquels j'étais skipper. Et réciproquement, je me suis retrouvé équipier de Lalou, où lui, il était skipper. Et puis, au fur et à mesure que je prenais de l'âge, j'ai eu des équipiers qui sont venus à bord et qui ont navigué, que ce soit sur Cacola, que ce soit sur Aquinnovation ou sur Médiatis Région Aquitaine. Et ces skippers aujourd'hui, c'est des gens comme Arnaud Boissière ou Yannick Bestaven ou Jean-Marie Doris qu'on retrouve au plus haut niveau aujourd'hui sur les monocoques et multicoques du monde entier. Mardi dernier, 15h, dans le golfe de Gascogne, à bord du Cacolac d'Aquitaine d'Yves Parlier. À cet instant, Vandenay et Poupons savent déjà qu'il leur faudra faire demi-tour, mais la tempête va aussi avoir raison du voilier d'Yves Parlier. J'étais très bien placé dans ce Vendée Globe et c'était pour moi l'aboutissement de 10 ans de préparation. Et d'un seul coup, le mât s'écroule en pleine nuit alors que je suis en train de réparer mon pilote automatique à l'arrière du bateau. C'est mon 3e Vendée Globe et là mes rêves de victoire s'écroulent et je suis au milieu d'une mer un peu déchaînée. Il y a eu depuis 3 jours, c'était un peu la tempête et du coup j'ai la partie haute du mât, près de 10 mètres de mât qui tape contre le bateau. Le bateau, c'est un vrai chantier et il faut réagir très vite avant qu'il y ait plus de dégâts. Il y a un morceau de mât qui pilonne le pont, qui est suspendu au bout de mât qui reste. Donc d'un seul coup, c'est un peu le chantier de l'apocalypse. Le plus mémorable, peut-être je vais vous raconter l'histoire de mon premier Vendée Globe sur Cacolac d'Aquitaine où là j'avais eu des problèmes quand je suis reparti en pleine tempête des Sables d'Olonne et le fond de mon bateau s'est cassé ça tenait pendant tout le Vendée Globe, ça a tenu et j'ai renforcé, mais arrivé à la remontée dans les alizés du nord-est, le fond du bateau s'est vraiment cassé complètement. Là, il y a eu une voie d'eau énorme et tout l'avant du bateau s'est retrouvé inondé. Et j'ai dû donc reculer tous mes poids à l'extérieur, à l'arrière. Et pendant ce temps-là, il y a eu un rorqual, une baleine de 20 mètres de long, qui a suivi le bateau. Le bateau avançait doucement, mais la baleine m'a suivi pendant 48 heures. À un moment donné, j'ai plongé pour aller voir sous le bateau comment ça se passait pour imaginer une réparation. Et la baleine regardait là comme le Saint-Bernard des mers. Et quand j'ai eu réparé, ce rorqual est acquitté, mais pendant 48 heures, il m'a tenu compagnie comme c'était un soutien psychologique formidable. Parlier, dans la catégorie des monocoques, c'est le roi de la jungle. C'est le Tarzan des mers qui a remporté les 5 courses transatlantiques auxquelles il a participé. Parlier vainqueur, n'oublie pas Gauthier, son second. Un second qui a terminé tout près du premier, jusqu'au bout. Le premier a eu peur du second. Je navigue encore et j'espère naviguer bientôt
à nouveau sur mon catamaran avec les ailes de kite. On prévoit de faire une double tracée atlantique en 2003 avec ce bateau. Donc là, ça va être un challenge énorme avec nos systèmes de kite de traction. Donc pour nous, ça va être un grand pas en avant sur la maîtrise de ces voiles-là. Donc on prépare ça tous les jours aujourd'hui. Alors la course au large me manque, bien évidemment. C'est quelque chose qui m'a permis d'énormément avancer toute ma carrière et c'est un formidable moteur pour motiver une équipe. Aujourd'hui, je suis motivé plus par la limitation des émissions de gaz à effet de serre avec une caisse de résonance énorme qui est l'ensemble des bateaux à moteur au niveau mondial qui ont un impact de près de 4% sur ces émissions où là, la démarche que j'ai menée sur toutes mes compétitions me sert énormément. Donc j'aurais aimé continuer dans la compétition, mais forcément il y a des choix à faire. Et aujourd'hui, je vais allier le plaisir de naviguer pour quelque part une nécessité environnementale planétaire. Si je devais changer une chose dans la course au large, je supprimerais tout ce qui est énergie fossile et je demanderais aux coureurs, à chaque coureur, de relever un challenge environnemental, de relever un challenge qui soit autre que le défi sportif pour donner plus de sens à cette formidable capacité d'innovation qu'ont les marins et les coureurs.